Une jeune fille sans abri partage son dernier morceau de pain avec un garçon perdu dans la nuit, ignorant qu'il est le fils du milliardaire qui a détruit sa famille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lumières de la ville commençaient à scintiller. La nuit était déjà tombée quand Ellie sortit de la ruelle étroite pour déboucher sur la rue principale. À 5 ans, elle connaissait déjà chaque recoin de ce quartier comme sa poche. Ses pas étaient légers, presque inaudibles sur le trottoir humide. Le vent froid de l'après-midi faisait frissonner son manteau fin, bien trop grand pour sa silhouette menue, avec des manches qui cachaient la moitié de ses mains. Un cadeau, un don, peut-être simplement quelque chose qu'elle avait trouvé. Pour Ellie, c'était simplement le manteau, son armure contre le monde. Les gens passaient en toute hâte, consultant leurs montres, tenant des parapluies fermés, prêts pour la pluie qui menaçait de tomber. Personne ne remarquait la fillette aux cheveux bruns se déplaçant comme une ombre parmi eux. C'était comme si Ellie était invisible, un fantôme observant simplement la vie se dérouler autour d'elle. Et quand on est petit, pensait-elle, les gens ne vous voient pas. Au coin de la rue Lincoln et de l'avenue principale, l'odeur du pain frais emplit ses narines. La boulangerie était déjà fermée, des grilles métalliques protégeant des vitrines vides. Mais là, près de l'entrée de service, quelque chose attira son attention, un morceau de pain posé sur une caisse. Il n'avait pas l'air trop vieux. Il était un peu dur, mais c'était toujours de la nourriture. Ellie regarda des deux côtés avant de s'en emparer, non pas que quelqu'un s'en soucie. Les grandes personnes remarquaient rarement les petits qui volaient des miettes. Elle glissa le pain dans la poche de son manteau, sentant son poids réconfortant. C'est alors qu'elle l'entendit. Un sanglot, bas et brisé, comme si quelqu'un essayait de retenir ses larmes. Puis un autre, plus fort, et encore un autre. Ellie s'arrêta, penchant la tête pour mieux écouter. Le bruit venait d'une rue adjacente moins éclairée. La plupart des gens l'auraient ignoré, auraient continué leur chemin, feignant de ne pas entendre. Ellie n'était pas comme la plupart des gens. Elle suivit le son comme un détective suit des indices. Elle tourna à droite, puis à gauche, s'éloignant du bruit de l'avenue. Les sanglots devinrent plus clairs à chaque pas. Finalement, elle atteignit une petite place cachée entre de vieux immeubles. Sur le banc le plus éloigné, une petite silhouette était recroquevillée. Un garçon. À sa taille, il ne devait pas être beaucoup plus âgé qu'elle. Il portait des vêtements qui semblaient coûteux, des baskets sans la moindre éraflure, un pantalon sans patch, un manteau qui était sûrement plus chaud que le sien. Il ne la vit pas approcher, trop occupé à essayer d'arrêter de pleurer, se frottant les yeux avec les poings serrés, respirant en sanglots douloureux. « Tu es perdu ?» demanda Ellie, s'arrêtant à quelques mètres. Le garçon sursauta, effrayé. Il la regarda avec des yeux rouges et gonflés. Un instant, on aurait dit qu'il allait s'enfuir. Puis, quelque chose sur son visage changea. Peut-être le fait qu'Ellie n'était qu'une enfant, comme lui, pas un adulte intimidant. « Je ne trouve pas mon papa », dit-il, la voix étranglée. Il était là, et puis il n'était plus là. Ellie s'approcha un peu plus, s'asseyant à l'autre bout du banc, pas trop près. Elle savait que les gens avaient besoin d'espace quand ils étaient tristes. « Comment tu t'appelles ?»« Théo », répondit-il en reniflant. « Je suis Ellie. » Un moment de silence s'installa entre eux. Ce n'était pas un silence gênant, juste un instant où deux enfants s'étudiaient. « Tu as faim ?» demanda Ellie, se souvenant du trésor dans sa poche. Théo hésita, mais hocha légèrement la tête. Ellie sortit le morceau de pain de sa poche et le rompit soigneusement en deux. Elle tendit le plus gros morceau au garçon, ses petits doigts tendus vers lui, tenant le simple cadeau comme si c'était de l'or. « Je ne peux pas, » dit Théo en secouant la tête. « Mon papa dit que je ne dois pas accepter de nourriture des inconnus. »« Mais je ne suis pas une inconnue, je suis Ellie, tu te souviens ?» Elle poussa le pain vers lui. D'ailleurs, les inconnus ne partagent pas la nourriture, ils la volent. Quelque chose dans cette logique sembla avoir du sens pour Théo. Il prit le morceau de pain avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux. Il prit une petite bouchée, puis une plus grande. « Merci », marmonna-t-il entre deux mastications. Ellie mordit dans sa propre moitié, savourant chaque miette. Ils mangèrent en silence, assis côte à côte sur le banc froid, deux enfants seuls dans le crépuscule de la ville. « Est-ce que mon papa va me trouver ?» demanda Théo au bout d'un moment, sa voix petite et incertaine. « Les papas trouvent toujours », répondit Ellie, bien qu'elle ne fût pas sûre que ce soit vrai. Comme si ces mots avaient fait apparaître l'homme, un cri déchira l'air de la place. « Théo ! Théo !» Un homme grand apparut, courant sur la place.
Son costume coûteux était froissé, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre. On aurait dit qu'il avait couru un marathon. Ses yeux balayèrent frénétiquement la zone jusqu'à ce qu'il se pose sur les deux enfants sur le banc. « Papa !» cria Théo, sautant du banc et courant vers l'homme. Le père s'agenouilla, serrant son fils fort contre lui, le soulevant du sol. Ellie regarda de loin, toujours assise, mâchant son dernier morceau de pain. « J'ai cru que... » L'homme ne put finir sa phrase, la voix étranglée par l'émotion. « Ça va? Tu es blessé ?» Théo secoua la tête. « J'ai eu peur, papa, mais Ellie m'a donné du pain. » Ce n'est qu'alors que l'homme remarqua la fillette assise sur le banc. Tenant toujours Théo, il s'approcha d'elle. De près, Ellie put voir que ses yeux étaient de la même teinte de brun que ceux de Théo, mais plus fatigués, avec des rides au coin. « Tu es Ellie ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant. Elle hocha la tête, ne disant rien. « Merci d'être resté avec mon fils », dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Je suis Vincent. Tu as veillé sur Théo ? » « Je lui ai juste donné du pain », répondit Ellie en haussant les épaules. Il pleurait. Vincent regarda son fils, puis la fillette. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de la surprise peut-être, ou de la confusion. « Où sont tes parents, Ellie ?» La question resta en suspens. Ellie ne répondit pas, le regardant simplement de ses yeux calmes et anciens, trop vieux pour une enfant de 5 ans. « Est-ce que Théo va bien maintenant ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. Vincent cligna des yeux, comme sortant d'une transe. « Oui, il va bien, grâce à toi. » Il plongea la main dans sa poche et sortit son portefeuille. Ellie observa le mouvement avec des yeux attentifs. « J'aimerais... » commença Vincent, mais s'arrêta en voyant l'expression sur le visage de la fillette. Ce n'était ni de l'avidité, ni de l'attente, comme il aurait pu s'y attendre. C'était juste de l'attente, comme si elle avait vu ce geste de nombreuses fois auparavant. Il rangea le portefeuille. « As-tu besoin d'aide pour rentrer chez toi ?» demanda-t-il à la place. « Non, » répondit Ellie en sautant du banc. « Je connais le chemin. » Elle commença à s'éloigner, ses pas aussi silencieux qu'auparavant. « Au revoir, Ellie » appela Théo, agitant la main par-dessus l'épaule de son père. « Merci pour le pain. » Ellie se retourna une dernière fois, un petit sourire illuminant son visage. Elle fit un signe de la main en retour, puis disparut au coin de la rue, se fondant dans les ombres de la ville. Vincent resta là, avec Théo dans ses bras, regardant l'endroit où la fillette avait disparu. Il y avait quelque chose dans cette rencontre, quelque chose d'important qu'il ne parvenait pas à définir, comme un mot sur le bout de la langue. « Rentrons à la maison, mon fils », dit-il finalement, ajustant Théo dans ses bras. Alors qu'il s'éloignait de la place, Vincent ne pouvait pas savoir que cette brève rencontre changerait sa vie pour toujours. Le moteur de la BMW ronronnait doucement tandis que Vincent traversait les rues illuminées de la ville. Sur la banquette arrière, Théo était inhabituellement silencieux, son petit visage se reflétant dans le rétroviseur à chaque lampadaire qui passait. Les lumières de la ville dessinaient des ombres et des éclats à l'intérieur de la voiture, un rythme intermittent qui accompagnait les pensées de Vincent. « Papa ?» La voix de Théo rompit le silence. « Oui, mon fils. Ellie n'a pas de maison comme la nôtre, n'est-ce pas ?» La question prit Vincent par surprise. Il ajusta ses mains sur le volant, cherchant ses mots. « Pourquoi penses-tu ça ?» Ses vêtements étaient vieux, et elle savait où trouver de la nourriture dans la rue. Vincent déglutit difficilement. Les enfants voient ce que les adultes préfèrent ignorer. Je ne sais pas où elle habite, Théo. Mais elle semblait savoir comment prendre soin d'elle-même. Silence à nouveau. Vincent profita d'un feu rouge pour se retourner. Théo avait cette expression, les sourcils froncés, la lèvre inférieure légèrement avancée, qui indiquait que son esprit travaillait sur quelque chose d'important. « Comment tu m'as perdu aujourd'hui, papa ?» La question tomba comme une pierre dans la poitrine de Vincent. Le souvenir de cet après-midi revint, bien trop vivement. Ils étaient à Central Park. Théo jouait sur le toboggan tandis que Vincent était assis sur un banc voisin. Puis le téléphone sonna. C'était Marc, son directeur financier. « Vincent, nous avons un problème avec les investisseurs chinois. Ils menacent de se retirer de l'accord. » Vincent se leva, s'éloignant de quelques pas pour mieux entendre. « Quel est le problème maintenant ? Je pensais que nous avions tout réglé lors de la dernière visioconférence. » Ils affirment ne pas avoir reçu la documentation complète. Ils insinuent que nous cachons quelque chose. C'est ridicule, nous avons tout envoyé la semaine dernière. La conversation s'éternisa.
Vincent gesticulait, faisait les 100 pas, complètement absorbé par les millions qui étaient en jeu. Chiffres, clauses, délais, son esprit plongea dans le monde de l'entreprise, laissant le parc et Théo derrière lui. Quand il raccrocha enfin, 15 minutes plus tard, il se tourna vers le toboggan. Théo n'était pas là. Il regarda les balançoires, le manège, la cage à poules. Rien. Théo, appela-t-il, encore calme. Théo, où es-tu? Silence. Théo. La panique déferla comme une vague, emportant toute trace de sang-froid. Vincent courut à travers le parc, criant le nom de son fils. Il interrogea d'autres enfants, des parents, des nounous. Personne n'avait vu un garçon de 5 ans avec un manteau bleu et des baskets blanches. Vincent appela la police. Il décrivit Théo, ses vêtements, ses cheveux châtain clair et ses yeux anxieux. Une recherche fut organisée. Le parc, les rues adjacentes, les magasins voisins. Rien. C'est quand il décida d'étendre la recherche par lui-même, courant dans les rues comme un fou, qu'il trouva Théo sur la place, avec Ellie. Papa, la voix de Théo le ramena au présent. Le feu était vert. Une voiture derrière eux klaxonna. Pardon, dit Vincent en accélérant, puis en répondant à la question de son fils. J'ai été distrait par le travail, Théo. C'était une terrible erreur, je n'aurais jamais dû te quitter des yeux. Ce n'est pas grave, dit Théo avec cette facilité qu'ont les enfants pour pardonner. J'ai vu un chaton et je l'ai suivi. Puis je ne savais plus comment revenir. Vincent sentit une boule dans sa gorge. Son fils avait failli être perdu pour toujours parce qu'il n'avait pas pu raccrocher, parce qu'un accord commercial lui avait semblé plus important que de prêter attention à son propre enfant. J'ai bien aimé Ellie, continua Théo, inconscient des pensées de son père. Elle a partagé son pain avec moi, même si elle ne me connaissait pas. Est-ce que je peux lui donner un de mes jouets, papa? Vincent essaya de répondre, mais sa voix le trahit. Il s'éclaircit la gorge et réessaya. On pensera à ça demain, d'accord? Il est tard maintenant. Elle n'avait pas peur, poursuivit Théo. Même quand il faisait noir. Je pense qu'elle est courageuse. Oui, acquiesça Vincent, elle semblait courageuse. Le visage de la fillette lui revint en mémoire. Des yeux sombres et sérieux, une coupe de cheveux mal faite, des vêtements trop grands, et une dignité qui ne correspondait ni à son âge ni à sa taille. Un enfant seul dans la rue, au crépuscule. Quelque chose faisait mal en Vincent, un malaise persistant, comme un caillou dans sa chaussure qu'il ne pouvait pas enlever. Papa, est-ce qu'on peut chercher Ellie demain? Je veux la remercier pour le pain. Vincent ne répondit pas immédiatement. Que pouvait-il dire? Qu'il ne reverrait probablement jamais cette fillette? Que les enfants comme elle disparaissaient dans les ombres de la ville, invisibles pour les gens comme eux? On verra, mon fils. Il gara la voiture dans le garage de l'immeuble luxueux où il vivait. Le portier les salua d'un sourire poli. Dans l'ascenseur au miroir, Vincent vit son reflet, un costume froissé, des cernes profonds, les cheveux en désordre. À côté de lui, Théo avait l'air pensif, inhabituellement sérieux pour un enfant de son âge. À la maison, la routine nocturne se déroula comme d'habitude, bain, dîner, brossage de dents, une histoire avant de dormir. Mais quelque chose était différent. Vincent sentait comme si une fine couche de glace s'était fissurée sous ses pieds, révélant des eaux profondes et inconnues. Après que Théo se fut endormi, Vincent s'assit dans le fauteuil à côté du lit de son fils, observant son visage serein. Comment avait-il pu être si distrait? Comment avait-il pu risquer ce qu'il avait de plus précieux pour un appel professionnel? La fille au pain, murmura Théo dans son sommeil en se retournant. Vincent sentit ce malaise grandir en lui. Pourquoi cette rencontre l'avait-elle tant affecté? Une pauvre fille partageant de la nourriture avec son fils perdu. Un geste simple, peut-être, mais chargé de quelque chose qui semblait s'être évaporé de sa propre vie. La gentillesse sans raison, la bonté sans calcul. Quand avait-il fait quelque chose comme ça pour la dernière fois? Quand avait-il regardé quelqu'un, vraiment regardé, et vu plus qu'un obstacle ou un outil sur son chemin vers le succès? La vérité le frappa comme un coup de poing. À un moment donné de son ascension vers le sommet, Vincent avait perdu plus que du temps. Il avait perdu sa capacité à se connecter, à voir au-delà des transactions, à ressentir au-delà de ce qui était utile ou rentable. Il avait perdu son humanité. Et il a fallu une gamine des rues avec un morceau de pain rassis pour qu'il commence à s'en rendre compte. Le matin arriva avec la clarté implacable qui suit les nuits blanches. Vincent s'assit au bord de son lit, se frottant le visage avec ses mains. Son téléphone clignotait déjà de notifications, emails urgents, messages non lus, rappels de réunion.
Le monde ne s'arrêtait pas, même si quelque chose en lui avait changé. Annulez mes rendez-vous d'aujourd'hui, dit-il au téléphone à son assistante, ignorant la surprise dans sa voix. En 15 ans, Vincent n'avait jamais annulé une journée entière de travail. Après avoir déposé Théo à l'école, tu vas chercher Ellie aujourd'hui, papa ? Vincent se rendit à l'endroit où il avait trouvé son fils la veille. La place semblait différente à la lumière du jour, plus petite, moins mystérieuse. Un lieu ordinaire qui portait maintenant une signification particulière. Il s'assit sur le même banc où Ellie et Théo avaient partagé le pain. Par où commencer ? La ville était immense et il n'avait qu'un prénom, Ellie, et l'image d'une petite fille dans des vêtements trop grands. Il commença par la boulangerie. C'était un début logique, la fillette y avait trouvé du pain. Une fille, 5 ans, cheveux foncés mal coupés, un manteau trop grand. Le boulanger fronça les sourcils, réfléchissant. Ah, je crois l'avoir vue. Parfois, elle se montre quand on ferme. Ne vole jamais, vous savez. Regarde juste la nourriture qui reste. Vous savez où elle habite ? L'homme haussa les épaules. Dans la rue, probablement. Il y a beaucoup de gens comme ça par ici. Vincent poursuivit sa recherche. Il demanda dans les magasins, aux kiosques à journaux, aux portiers des immeubles. Certains connaissaient Ellie de vue, d'autres n'avaient jamais remarqué la fillette. Il y a tellement d'enfants des rues, difficile de tous les remarquer. Chaque réponse était comme un petit coup. Comment pouvait-il ne pas remarquer ? Comment lui-même n'avait-il jamais remarqué ? Après des heures à arpenter le quartier, Vincent était sur le point d'abandonner quand il aperçut une petite silhouette assise sur le trottoir près d'une supérette. Cheveux foncés tombant sur ses yeux, le même manteau trop grand. Ellie. Elle dessinait sur le trottoir avec un morceau de craie de couleur, complètement absorbée dans son monde. Vincent s'approcha lentement, craignant de l'effrayer. « Salut, Ellie !» Elle leva la tête, alerte. Ses yeux le reconnurent immédiatement, mais son corps se tendit instinctivement. « Vous êtes le papa de Théo, dit-elle. Ce n'était pas une question. C'est exact. Vincent. Elle ne répondit pas, le regardant simplement de ses yeux anciens. « Je peux m'asseoir un peu ?» demanda-t-il en désignant le trottoir à côté d'elle. Ellie haussa les épaules, ce que Vincent prit pour un oui. Il s'assit, se sentant mal à l'aise dans son costume coûteux sur le trottoir rugueux. « Est-ce que Théo va bien ?» demanda-t-elle en retournant à son dessin. « Il va bien. Il parle beaucoup de toi. Il voulait te remercier pour le pain. » Un quasi-sourire traversa le visage de la fillette. Ce n'était rien. Ils restèrent silencieux un moment. Vincent regardait son dessin, de simples silhouettes de personnes se tenant la main sous ce qui ressemblait à un soleil souriant. « Ellie, où habites-tu » La question resta en suspens si longtemps que Vincent pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis, sans lever les yeux de son dessin, dans des endroits. « Quels endroits ?» Elle haussa de nouveau les épaules. « Ça dépend des jours. Parfois au refuge de la 27e rue, quand il y a de la place. Parfois sous le pont du parc. En hiver, on essaie de rester à la station de métro de la ligne bleue, parce qu'il y fait plus chaud. On ? Moi, ma maman et mon frère, samedi. » Elle dessina une autre petite silhouette à côté des autres. Il a 1 an et il pleure beaucoup la nuit. Les gens n'aiment pas ça. Vincent sentit son estomac se nouer. Une famille entière vivant comme ça, pendant que lui s'inquiétait pour des investisseurs chinois et des contrats de plusieurs millions de dollars. Et ta maman est où, maintenant ? Elle cherche du travail. Elle cherche toujours. Mais personne ne veut t'embaucher quand tu n'as pas d'adresse à mettre sur le formulaire. Ellie dit cela sans amertume, constatant simplement un fait. Et ton papa ? Jamais connu. Nouvelle pause. Vincent essayait de tout digérer. La simplicité avec laquelle Ellie parlait d'une vie si dure le laissait sans voix. Ce n'est pas si mal, dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Ça m'est drôle quand il n'est pas malade. Et ma maman raconte de bonnes histoires avant de dormir. Vincent prit une profonde inspiration, essayant de contrôler l'émotion qui montait en lui. Ellie, je voudrais vous aider, toi et ta famille. Elle le regarda enfin, méfiante. Pourquoi ? Parce que tu as aidé mon fils quand il était perdu. Parce que tu as partagé ta nourriture avec lui. Parce que... Vincent fit une pause, cherchant les mots justes. Parce que c'est la bonne chose à faire. Ellie l'étudia d'un regard qui semblait percer son âme. Les grandes personnes veulent généralement quelque chose en retour. Le commentaire, venant d'une si petite enfant, fut comme un coup de poignard. Je ne veux rien en retour.
Je veux juste aider. Elle réfléchit un instant, puis retourna à son dessin. Ma maman va bientôt arriver. Elle m'a dit d'attendre ici. Vincent hocha la tête, comprenant le message, il devait parler à la mère. Ils attendirent ensemble, dans un silence qui devint progressivement plus confortable. Ellie continuait de dessiner, le regardant de temps en temps comme si elle essayait de résoudre une énigme compliquée. Presque une heure plus tard, une jeune femme tourna au coin de la rue, portant un bébé emmailloté dans une fine couverture. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes profonds sous les yeux et les cheveux attachés négligemment. Mais il y avait une dignité dans sa posture, une détermination dans son regard qui ressemblait à sa fille. Ellie. Sa voix se tendit quand elle vit sa fille assise à côté d'un inconnu en costume. Elle accéléra le pas, protectrice. Maman, c'est le papa de Théo, dit Ellie en se levant. Le garçon dont je t'ai parlé. La femme s'arrêta, regardant Vincent avec prudence. Sarah, se présenta-t-elle en ajustant le bébé dans ses bras. Merci d'avoir ramené ma fille hier. En fait, dit Vincent en se levant à son tour, c'est votre fille qui m'a ramené mon fils. Il expliqua ce qui s'était passé la veille, comment Théo s'était perdu, comment Ellie était restée avec lui, avait partagé son pain, comment sa simple gentillesse avait touché quelque chose en lui. J'aimerais vous aider, dit-il enfin, allant droit au but. Votre fille a fait quelque chose d'important pour moi et mon fils. Sarah pinça les lèvres, méfiante. Nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, répondit Vincent. C'est de la gratitude. Le bébé se mit à pleurer. Sarah le berça doucement, lui chuchotant des mots de réconfort. Il a faim, dit Ellie en touchant la joue de son petit frère. Et froid. Vincent sentit quelque chose se briser en lui. S'il vous plaît, insista-t-il. Laissez-moi aider. Venez simplement avec moi. Allons manger quelque chose et parler. Sarah hésita, regardant ses enfants, puis Vincent. L'épuisement dans ses yeux était palpable. D'accord, dit-elle finalement. On peut parler. Dans un café voisin, Vincent regarda en silence Sarah nourrir le bébé avec de la nourriture pour nourrisson qu'il avait commandé. Ellie mangeait un sandwich, essayant de ne pas montrer à quel point elle avait faim. L'histoire que Sarah raconta, entre les bouchées, sur la perte de son emploi alors qu'elle était enceinte, sur l'impossibilité d'obtenir une place dans les refuges avec 2 enfants, sur ses efforts pour garder ses enfants propres et nourris malgré tout, frappa Vincent comme des coups physiques. « Je veux louer une maison pour vous, dit-il finalement. Un endroit sûr où vous pourrez rester. De la nourriture, des vêtements, tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous soyez sur pied. » Sarah posa sa fourchette, les yeux fixés sur lui. « Pourquoi ? Vous ne nous connaissez même pas. » Vincent regarda Ellie, qui jouait avec Sam, faisant sourire le bébé. « Parce qu'hier, votre fils était perdu, et aujourd'hui il est en sécurité, » dit Sarah, remarquant la direction de son regard. « Oui, » acquiesça Vincent. Mais ça aurait pu être différent. Si Ellie n'était pas restée avec lui. Si elle n'était pas le genre de personne qui s'arrête pour aider. N'importe quoi aurait pu arriver. Il prit une profonde inspiration. « Parce que votre fille a sauvé ce que j'aime le plus. Et ça n'a pas de prix. » Le même après-midi, Vincent loua une petite maison de 2 chambres dans un quartier calme. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, sûr et chaud. Il s'arrangea pour avoir des lits, des couvertures, un réfrigérateur plein de nourriture. Il acheta des vêtements pour tout le monde, un berceau pour Sam, des jouets pour Ellie. Quand il leur montra la maison, Sarah ne put retenir ses larmes. « Je ne comprends pas, » dit-elle en regardant la petite cuisine fonctionnelle, les chambres avec des fenêtres qui laissaient entrer le soleil. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça pour des inconnus ? Vincent regarda Ellie explorer sa nouvelle chambre, touchant le lit comme si c'était quelque chose de magique. Peut-être parce que j'avais besoin de me souvenir qu'il y a des choses plus importantes que les réunions et les contrats, répondit-il, plus pour lui-même que pour elle. Peut-être parce que votre fille m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Quoi ? Vincent sourit en regardant Ellie s'allonger sur le nouveau lit, testant le matelas avec une expression de pur contentement. Comment redevenir humain ? Le bruit de petits pas pressés résonna dans le couloir alors que Théo courait dans le salon. Vincent était assis sur le canapé, examinant des papiers qu'il avait ramenés du travail, une tasse de café désormais froid oubliée sur la table basse. « Papa, comment était ta journée ?» Théo lança les mots, le visage illuminé par un sourire. Vincent mit les documents de côté et ouvrit les bras. Théo n'hésita pas à sauter sur ses genoux,
chose qui était devenue plus fréquente ces derniers jours, depuis l'incident du parc. Vincent avait fait un effort conscient pour être plus présent. C'était une journée différente, mon fils. Très différente. Différente comment? Bonne ou mauvaise? Théo pencha la tête, curieux. Vincent installa son fils sur ses genoux, cherchant les mots justes. Comment expliquer ce qu'il était lui-même encore en train de digérer? Tu te souviens, tu m'as demandé hier pour Ellie? La fille qui a partagé son pain avec toi? Les yeux de Théo s'écarquillèrent. Tu l'as trouvée? Tu as trouvé la fille au pain? Vincent ne put s'empêcher de sourire à ce surnom. Oui. J'ai passé la journée à la chercher. À ton travail? Non, mon fils. J'ai pris ma journée. Théo sembla véritablement choqué par cette information. Son père ne prenait jamais de jour de congé, sauf pour un jour férié officiel ou des vacances planifiées des mois à l'avance. Juste pour chercher Ellie? Oui. Je voulais la remercier d'être restée avec toi quand tu étais perdu. Théo hocha la tête, comme si cela avait un sens parfait. Alors, elle allait bien? Où est-ce qu'elle habite? Elle a beaucoup de jouets? Je peux lui rendre visite? Vincent prit une profonde inspiration, réfléchissant à la manière d'expliquer la situation à un enfant de 5 ans. Il ne voulait pas effrayer Théo, mais il ne voulait pas non plus cacher la réalité. Ellie allait bien, oui. Mais, elle n'avait pas de maison comme la nôtre, Théo. Comment ça? Tu te souviens, tu as dit que ses vêtements étaient vieux et qu'elle savait où trouver de la nourriture dans la rue. Vincent attendit que Théo hoche la tête. C'est parce qu'Ellie, sa maman et son petit frère bébé n'avaient pas de maison où vivre. Ils dormaient dans des endroits différents chaque jour. Théo resta silencieux un moment, son petit visage sérieux tandis qu'il assimilait l'information. Comme quand on fait du camping? Un peu comme ça. Mais sans le plaisir du camping. Sans la tente confortable, sans les bons goûters, sans pouvoir rentrer à la maison après. Les yeux de Théo se remplirent d'inquiétude. Mais, il fait froid la nuit. Oui, il fait froid. Et s'il pleut? Ils sont mouillés? C'est triste, papa. Vincent sentit un serrement dans sa poitrine. La simplicité avec laquelle son fils comprenait l'injustice du monde le laissait parfois sans voix. C'est triste, Théo. Et c'est pour ça que j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Quoi? J'ai trouvé une maison pour Ellie et sa famille. Un endroit où ils peuvent être en sécurité et au chaud. J'ai acheté de la nourriture, des vêtements et tout ce dont ils ont besoin pour l'instant. Théo sauta des genoux de son père, son expression un mélange de surprise et de joie. Une vraie maison? Avec des lits et tout? Oui. Avec des lits, une salle de bain, une cuisine, tout ce qu'une maison doit avoir. Comme la nôtre? Pas aussi grande que la nôtre, mais confortable et sûre. Théo se mit à sauter dans la pièce, excité. On peut aller leur rendre visite? Je veux montrer à Ellie mes dessins et mes petites voitures. Je peux lui en apporter une? Elle a des jouets maintenant? Vincent sourit à l'enthousiasme de son fils. J'ai acheté quelques jouets pour elle, oui. Et nous pourrons leur rendre visite demain, si tu veux. Je suis sûr qu'Ellie serait contente de te voir. Demain? Pourquoi pas maintenant? Parce que maintenant, c'est l'heure du dîner, du bain et du dodo. Il se fait tard. Théo fit la moue de déception mais n'insista pas. Au lieu de ça, il courut dans sa chambre en criant qu'il allait faire un dessin spécial pour Ellie. Pendant le dîner, le bain et l'heure du coucher, Théo ne parla de rien d'autre. Il voulait savoir comment était le petit frère d'Ellie, si sa maman racontait des histoires pour dormir, si Ellie allait à l'école. Vincent répondit patiemment, réalisant que son fils s'intéressait sincèrement à la vie de sa nouvelle amie. Le lendemain matin, Théo se réveilla plus tôt que d'habitude, déjà habillé et avec un sac à dos préparé. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans » demanda Vincent, surpris par l'initiative de son fils. « Des choses pour Ellie » répondit Théo mystérieusement. « C'est une surprise. » Après le petit déjeuner, Vincent se rendit en voiture à la petite maison qu'il avait louée pour Sarah et ses enfants. En chemin, ils s'arrêtèrent dans une pâtisserie pour acheter un gâteau, personnellement choisi par Théo, chocolat avec un glaçage à la fraise. « Tout le monde aime le chocolat », expliqua-t-il très sérieusement, et la fraise va bien avec le chocolat. Quand ils arrivèrent à la maison, Vincent remarqua les nouveaux rideaux aux fenêtres et les plantes en pot dans le petit jardin de devant. Sarah était déjà en train de faire de cet endroit un foyer. Ils avaient à peine sonné que la porte s'ouvrit. Ellie était là, portant une nouvelle robe que Vincent avait achetée la veille. Ses cheveux étaient peignés et attachés en une queue de cheval simple mais soignée. Elle avait l'air différente,
plus comme une enfant ordinaire et moins comme une petite adulte portant le poids du monde. Théo, s'exclama Théel, un sourire sincère illuminant son visage. Ellie. Théo faillit laisser tomber le gâteau dans sa hâte de serrer son ami dans ses bras. Vincent attrapa la boîte juste à temps, souriant à la scène. Les enfants s'étreignirent comme de vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis des années, pas comme des connaissances de seulement 2 jours. Sarah apparut à la porte avec Sam dans les bras. Le bébé avait l'air plus rose et plus alerte, ses petits yeux curieux observant les visiteurs. Bonjour, salua Théel, l'air plus reposé que la veille. Entrez, je vous en prie. La maison était simple mais accueillante. Sarah avait tout arrangé avec soin, et l'endroit sentait bon le café frais et le pain maison. On a apporté un gâteau, annonça Théo en montrant la boîte dans les mains de son père. Gâteau, applaudit Sam en babillant avec enthousiasme. Ton frère parle, demanda Théo, impressionné. Quelques mots, répondit Ellie fièrement. Il est intelligent. Sarah mit la table pour le gâteau pendant que les enfants s'installaient dans le petit salon. Théo ouvrit son sac à dos, en sortant un dessin soigneusement plié. J'ai fait ça pour toi, dit-il en tendant le papier à Ellie. Elle le déplia avec précaution. C'était un dessin coloré de 2 enfants se tenant la main sous un grand soleil jaune. L'un avait des cheveux châtain clair, comme Théo, l'autre des cheveux foncés, comme Ellie. En dessous, en lettres maladroites, merci pour le pain. Ellie regarda le dessin pendant un long moment. Je l'adore, dit-elle finalement, la voix basse et sincère. Je le garderai pour toujours. Vincent et Sarah échangèrent un regard, tous deux émus par la scène. Mangeons un peu de gâteau, suggéra Sarah, brisant le moment. Et ensuite, vous pourrez jouer dans le jardin. Pendant que les enfants se délectaient du gâteau au chocolat, Vincent et Sarah parlaient à voix basse dans la cuisine. J'ai un entretien d'embauche pour demain, lui dit-elle, une pointe d'espoir dans la voix. Dans une librairie à quelques rues d'ici. Je peux y aller à pied. C'est formidable, dit Vincent. Et Sam? Il y a une crèche communautaire dans le quartier. Je vais leur parler. Et je veux inscrire Ellie à l'école dès que possible. Elle est intelligente, elle apprend vite. Vincent hocha la tête, réalisant à quel point Sarah était déterminée à reconstruire la vie de sa famille. Alors, si tu as besoin de quoi que ce soit pour les entretiens, des vêtements, le transport, quelqu'un pour garder les enfants, dis-le-moi. Merci. Vous avez déjà fait tellement plus que ce que je ne pourrai jamais vous remercier. Un cri joyeux venant du jardin interrompit la conversation. Ils se dirigèrent vers la porte arrière pour voir ce qui se passait. Théo et Ellie couraient sur l'herbe, riant aux éclats en se lançant une balle que Vincent n'avait pas vue auparavant. Sam était assis sur une couverture étalée sur l'herbe, applaudissant et riant du jeu des plus grands. « D'où vient la balle » demanda Vincent. Théo s'arrêta de courir, respirant fort. « De mon sac à dos. Je l'ai apporté pour qu'on joue. » Il a aussi apporté d'autres jouets, ajouta Ellie. Des voitures, des blocs de construction et des coloriages. Pour toi et Sam, compléta Théo. La journée se passa avec une légèreté que Vincent n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lui et Sarah étaient assis sur des chaises dans le jardin, regardant les enfants jouer. De temps en temps, ils parlaient de choses simples, le temps, les fleurs que Sarah voulait planter, les histoires qu'Ellie inventait pour divertir son frère. À un moment donné, Théo convainquit Vincent de se joindre à un match de football improvisé. Bientôt, Sarah fut également entraînée dans le jeu, avec Sam qui regardait et riait sur la couverture. « Regarde papa, Ellie est forte au foot !» cria Théo après que la fillette eut facilement dribblé Vincent. « Je jouais sur la place avec d'autres enfants », expliqua-t-elle en passant le ballon à Théo. Quand Sam commença à s'agiter, il était temps de faire une pause. Sarah alla préparer un encas et Vincent proposa son aide. Les enfants restèrent dans le jardin, construisant maintenant une piste avec les blocs de construction pour les voitures que Théo avait apportés. Dans la cuisine, Vincent regardait Sarah préparer des sandwichs avec les ingrédients qu'il avait achetés la veille. Ellie semble différente aujourd'hui, commenta-t-il. Sarah sourit, un sourire qui illumina son visage fatigué. Elle a bien dormi pour la première fois depuis des mois. Pas de bruits effrayants, pas de froid, pas de faim. C'est incroyable comme une nuit de sommeil paisible peut transformer un enfant. Vincent pensa au nombre de nuits de sommeil paisible qu'il tenait pour acquises. Et vous? J'ai bien dormi aussi, admit-il. Mais je me réveille encore à chaque bruit, m'attendant à ce que quelqu'un nous renvoie. Il va falloir du temps pour s'habituer à l'idée que nous avons un endroit sur maintenant.
Le goûter fut servi dans le jardin, un pique-nique improvisé qui ravit les enfants. Sam essaya son premier sandwich au fromage, au grand plaisir de tous. Il n'a jamais eu un sandwich comme ça, expliqua Ellie. Juste de la nourriture pour bébé et du pain mou. Après le goûter, alors que les enfants retournaient jouer, Vincent remarqua à quel point Théo semblait différent. Plus détendu, plus bavard, plus joyeux. Loin de l'enfant timide, parfois anxieux, qu'il connaissait. « Votre fils semble s'amuser », commenta Sarah en suivant son regard. « Je ne l'ai jamais vu aussi à l'aise avec un autre enfant », répondit Vincent. « Il est généralement réservé, a du mal à se faire des amis. Ellie a cet effet sur les gens. Elle a toujours été comme ça, amicale et attentionnée, même quand nous étions dans les pires situations. » Vincent regardait la fillette aider Théo à construire un pont avec les blocs, expliquant patiemment comment rendre la structure solide. « Elle est spéciale. » « Oui, elle l'est, » acquiesça Sarah, la fierté évidente dans sa voix. « Et votre Théo aussi. Regardez comme il est doux avec Samedi. » En effet, chaque fois que le bébé rampait vers eux, Théo arrêtait ce qu'il faisait pour lui montrer une voiture ou faire une grimace qui faisait rire Samedi. L'après-midi passa trop vite. Alors que le soleil commençait à se coucher, Vincent réalisa qu'il était temps de partir. « On doit y aller, Théo, il se fait tard. »« Oh non, papa, juste un peu plus longtemps, s'il te plaît. Tu as école demain, tu te souviens? Et on doit dîner et prendre un bain. » Théo fit une mine déçue qui faillit faire céder Vincent. « On peut revenir un autre jour ?» demanda-t-il, plein d'espoir. Vincent regarda Sarah, qui hocha discrètement la tête. « Bien sûr que vous pouvez. Si c'est d'accord avec Sarah et Ellie. »« Vous êtes toujours les bienvenus, » dit Sarah. « Tu reviens demain ?» demanda Ellie à Théo, sa voix un mélange d'espoir et d'incertitude. « J'ai école demain, » répondit Théo tristement. « Mais après l'école, on peut venir, papa ?» Vincent sourit. « On peut essayer, mais je ne peux pas promettre. Peut-être que le week-end serait mieux. » Les enfants se firent un câlin d'adieu, un câlin long et serré. « Merci d'avoir partagé le pain avec moi, » murmura Théo à l'oreille d'Ellie. « Merci d'avoir partagé tes jouets avec moi, » répondit-elle. Sur le chemin du retour, Théo n'arrêta pas de parler d'Ellie, de Sam et de tout ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Son enthousiasme était contagieux, faisant sourire Vincent au volant. « Papa, je peux poser une question ? » « Bien sûr, mon fils. Pourquoi certaines personnes n'ont pas de maison où vivre ? » La question prit Vincent par surprise. Il chercha une réponse honnête, mais adaptée à un enfant de 5 ans. « C'est compliqué, Théo. Parfois, les gens perdent leur travail, ou tombent malades et ne peuvent plus payer le loyer. Parfois, de mauvaises choses arrivent qui ne sont pas de leur faute. Comme Ellie et sa maman ? Oui, comme elle. » Théo resta silencieux un moment, pensif. « Je suis content que tu aies trouvé Ellie et que tu lui aies donné une maison, » dit-il finalement. « C'était le plus beau jour de ma vie. » Vincent sentit une boule dans sa gorge. « Pour moi aussi, mon fils. Pour moi aussi. » Cette nuit-là, après avoir mis Théo au lit, Vincent resta à regarder son fils s'endormir. Le petit visage serein, les cheveux en désordre sur l'oreiller, la respiration calme. L'image d'Ellie dormant dans la rue le hantait toujours, mais il y avait maintenant un réconfort à savoir qu'elle était en sécurité. Quelque chose avait changé en lui au cours de ces 2 jours. Un éveil, une nouvelle conscience du monde qui l'entourait et de sa place en son sein. Vincent réalisa qu'en essayant d'aider Ellie et sa famille, il retrouvait en fait une partie de lui-même qu'il avait perdue depuis longtemps. La gratitude qu'il ressentait n'était pas seulement pour ce qu'Ellie avait fait pour Théo, mais pour ce qu'elle, sans le savoir, faisait pour lui apprendre à voir à nouveau, à ressentir à nouveau, à être humain à nouveau. Vincent contemplait la ville depuis la large fenêtre de son bureau au 30e étage. Des gratte-ciel de verre et de béton, de minuscules voitures comme des fourmis en bas, des gens pressés suivant leur routine. L'empire qu'il avait aidé à construire en 15 ans. Cela avait toujours été sa priorité, sa fierté, son identité. Jusqu'à maintenant. Sur son bureau, le téléphone sonna pour la 3e fois. Son assistante, Claire, semblait de plus en plus inquiète. « Monsieur Harmon, les investisseurs attendent dans la salle de conférence. La réunion a commencé il y a 15 minutes. » Vincent ne quitta pas la vue des yeux. « Annulé. »« Pardon ? » ?»« Annulez la réunion, Claire. Reportez-la à la semaine prochaine. » Un silence perplexe de l'autre côté de la ligne. « Monsieur, ces investisseurs sont venus du Japon spécialement pour cette réunion. »
Monsieur Peterson est déjà furieux du retard. Et dites à Peterson que j'ai eu une urgence familiale. Vincent se tourna enfin, attrapant sa veste au dos de la chaise. En fait, annulez toutes mes réunions pour aujourd'hui. Et pour demain aussi. Mais, monsieur, la présentation trimestrielle, elle peut attendre. Vincent raccrocha avant que Claire ne puisse protester à nouveau. Il prit la mallette en cuir sur son bureau, hésita, puis la laissa où elle était. À la place, il ne mit que son portefeuille et ses clés dans sa poche. En sortant, il passa devant le département des finances, où Marc, son directeur financier, l'intercepta avec un dossier de documents. « Vincent, j'ai besoin de ta signature sur les rapports avant qu'ils ne soient envoyés. Et nous devons discuter de la stratégie pour la réunion avec les Chinois la semaine prochaine. Laisse les papiers à Claire. Je pars. » Les yeux de Marc s'écarquillèrent de confusion. Partir? Maintenant? En plein milieu d'un mercredi après-midi? Vincent hocha la tête, sans ralentir son pas vers l'ascenseur. « Mais où vas-tu » Un petit sourire apparut sur le visage de Vincent. « Chercher mon fils à l'école. » Le visage confus de Marc fut la dernière chose que Vincent vit avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment. 20 minutes plus tard, Vincent gara sa voiture devant l'école primaire de Westlake. C'était la première fois en plus d'un an qu'il venait chercher Théo personnellement. Habituellement, la nounou ou le chauffeur s'occupait de cette tâche. Assis au volant, Vincent regardait d'autres parents arriver, discutant en petits groupes en attendant la cloche. Des mères et des pères qui, supposait-il, faisaient cela tous les jours. Qui connaissaient les noms des amis de leurs enfants, qui savaient qui était leur professeur préféré, qui entendaient parler des dessins, des leçons et des petites victoires quotidiennes. Que savait-il, lui, de la vie scolaire de Théo? Presque rien. Il signait les bulletins, assistait aux réunions obligatoires, envoyait des chèques pour les sorties scolaires. Mais les détails quotidiens, les petites histoires, il les manquait. Toujours trop occupé avec des feuilles de calcul et des contrats. La cloche sonna. Les enfants commencèrent à sortir des portes en petits groupes bruyants. Vincent sortit de la voiture, se sentant étrangement nerveux. Théo serait-il heureux de le voir, ou juste confus par cette rupture de routine? Théo apparut avec son sac à dos Avengers, parlant à un autre garçon. Quand il vit son père debout près de la grille, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis un sourire illumina son visage. « Papa !» Vincent sentit quelque chose fondre en lui alors que Théo courait vers lui, se jetant dans ses bras avec un abandon total. « Salut, champion !» dit-il en serrant son fils dans ses bras. « J'ai pensé qu'on pourrait passer l'après-midi ensemble. Qu'en penses-tu » Théo se recula, regardant son père avec un mélange de surprise et de joie. « Vraiment? Et ton travail ?» La question, si innocente, frappa Vincent comme un coup de poing. Son fils de 5 ans savait déjà que le travail de son père passait toujours en premier. « Le travail peut attendre », répondit-il en ébouriffant les cheveux de Théo. « Aujourd'hui, c'est papa dimanche. » Dans la voiture, Théo n'arrêta pas de parler, comme s'il craignait que le moment ne se termine s'il faisait une pause. Il parla du cours de sciences où ils avaient vu une vidéo sur les tortues de mer, de la façon dont il avait eu tous les mots justes au test d'orthographe, du nouveau garçon qui avait rejoint la classe. Vincent écoutait, posant des questions, réalisant combien de détails de la vie de son fils il manquait quotidiennement. « On va où, papa ?» Vincent n'avait rien prévu de précis. « Où aimerais-tu aller ?» Les yeux de Théo pétillèrent à la possibilité de choisir. « On peut aller au parc d'attractions ? Celui avec les montagnes russes aquatiques ? » Bien sûr que oui. On peut. Le parc n'était pas très fréquenté un mercredi après-midi. Vincent acheta des passes pour toutes les attractions, de la barbe à papa, des hot dogs. Il suivit Théo d'un côté à l'autre, surpris par l'énergie débordante de son fils. Ils firent les montagnes russes aquatiques ensemble, Vincent tenant fermement Théo alors qu'il plongeait dans la chute libre. Le cri de joie du garçon, la façon dont il s'agrippa à son père quand l'eau les trempa, le rire incontrôlable ensuite, des moments simples que Vincent réalisa avoir manqué en passant des heures dans des réunions interminables. C'était la meilleure attraction de tous les temps, s'exclama Théo, trempé mais radieux. Plus tard, assis sur un banc avec des glaces fondant dans des cornets, Théo devint soudainement sérieux. « Papa, tu vas encore travailler tard ce soir ?» La question prit Vincent au dépourvu. « Non, mon fils. Pas aujourd'hui. » « Et demain ?» Vincent regarda dans ses yeux pleins d'espoir et prit une décision. « Pas demain non plus. En fait, je pensais qu'on pourrait faire plus de choses ensemble. Peut-être que je peux venir te chercher à l'école plus souvent. »
Ou t'emmener au travail un jour, si tu veux voir où papa reste. Comme un jour spécial. Plus que ça. Comme une chose normale. Les pères et les fils passent du temps ensemble. C'est comme ça que ça devrait être. Théo lécha sa glace, pensif. Ce serait bien. La maman de Jimmy vient toujours le chercher. Et le papa de Lucas joue au foot avec lui dans le parc le week-end. Chaque exemple était comme une petite accusation. Combien de moments Vincent avait-il manqué, échangé contre des réunions qui, au final, ne changeaient rien de fondamental dans sa vie. Tu sais, Théo, parfois les adultes se trompent sur ce qui est vraiment important, dit Vincent en choisissant ses mots avec soin. On pense que certaines choses ne peuvent pas attendre, alors qu'en fait, ce sont d'autres choses qu'on ne devrait pas reporter. Théo fronça les sourcils, essayant de comprendre. Comme quoi? Comme te voir grandir. Comme savoir qui sont tes amis. Comme être là quand tu as besoin de moi. Comme quand je me suis perdu. Vincent déglutit difficilement. Oui. Exactement comme ce jour-là. Théo réfléchit un instant, puis sourit. Je suis content que tu sois là aujourd'hui, papa. Moi aussi, mon fils. Moi aussi. Sur le chemin du retour, avec Théo presque endormi sur la banquette arrière, serrant un ours en peluche que Vincent lui avait gagné à un jeu de lancer de balles, le téléphone sonna. C'était Marc, probablement avec une urgence d'entreprise. Vincent éteignit le téléphone sans répondre. Dans le rétroviseur, il pouvait voir Théo regarder par la fenêtre, endormi mais content. Son fils. Son véritable héritage. Pas les immeubles, pas les contrats, pas les comptes en banque. Papa? Oui, mon fils. On peut revoir Ellie? Je veux lui montrer mon nouvel ours. Vincent sourit. Bien sûr qu'on peut. Que dirais-tu du week-end? Promis? Vincent sentit le poids de ce simple mot. Combien de promesses avait-il rompues auparavant? Réunions scolaires manquées, jeux annulés, week-ends sacrifiés pour des voyages d'affaires? Je te le promets, Théo. Ce week-end, nous rendrons visite à Ellie et sa famille. Youpi! Théo serra l'ours plus fort. Après un moment, il ajouta « Papa ?» Oui. Merci pour aujourd'hui. C'était la meilleure journée. Vincent sentit ses yeux le piquer. Pour moi aussi, mon fils. Pour moi aussi. Le samedi se leva avec un ciel clair et un soleil doux, parfait pour la visite promise. Vincent préparait le petit déjeuner quand Théo apparut dans la cuisine, déjà habillé et les cheveux encore humides de la douche. « Bonjour, papa. » L'excitation dans sa voix était palpable. « On va voir Ellie aujourd'hui, tu te souviens ?» Vincent sourit en retournant les pancakes qu'il préparait. « Bien sûr que je me souviens. Après le petit déjeuner, on pourra y aller. » Théo s'assit à table, balançant ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. « Papa ? » Oui. Je pense qu'on devrait apporter un cadeau pour Ellie. Vincent posa l'assiette de pancakes devant son fils. Un cadeau? Pourquoi? Théo prit sa fourchette, pensif, son expression soudainement sérieuse. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de jouets, non? Quand j'y suis allé, elle a beaucoup aimé mes voitures et mes blocs. Vincent sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. La sensibilité de Théo à la situation d'Ellie le surprenait. Les enfants, pensa-t-il, voient souvent le monde avec une clarté que les adultes perdent en cours de route. Tu as raison, acquiesça-t-il en s'asseyant avec sa propre portion de pancake. C'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu penses qui lui plairait? Théo prit une bouchée, mâchant lentement tout en considérant la question avec le sérieux de quelqu'un qui décide du sort d'une nation. Quelque chose qu'elle peut partager avec Sam, conclut-il finalement. Quelque chose pour les deux. Après le petit déjeuner, ils se rendirent au centre commercial. Le magasin de jouets était un labyrinthe de couleurs et de sons, avec des étagères atteignant le plafond, remplies d'options qui donneraient le vertige à n'importe quel enfant. « Regarde, papa !» Théo montra une section avec des blocs de construction. Ellie est douée pour construire des choses. Ils regardèrent des jeux, des livres, des poupées, des voitures. Théo testait chaque option, imaginant si Ellie aimerait, si Sam pourrait jouer aussi, si ça durerait. Son sérieux dans la tâche fit sourire Vincent. Finalement, Théo s'arrêta devant une grande boîte. « Celui-là, dit-il avec conviction. C'est parfait. » C'était un théâtre de marionnettes pliables, avec 6 marionnettes différentes représentant des personnages de contes de fées, et un espace pour tout ranger dans un étui compact. Il était livré avec un livret d'histoire, mais permettait aussi de créer ses propres récits. Ellie pourra raconter des histoires à Sam,
expliqua Théo. Et quand il sera plus grand, il pourra aussi aider avec les marionnettes. Vincent regarda son fils avec admiration. C'est un excellent choix, Théo. Quand ils arrivèrent à la maison d'Élie, ils furent accueillis par la fillette elle-même, qui ouvrit la porte avant même qu'il n'ait sonné, comme si elle avait attendu à la fenêtre. « Vous êtes venu !» s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant d'un sourire. Théo tenait la boîte emballée, presque plus grande que lui, titubant légèrement sous son poids. « On t'a apporté un cadeau ?» annonça-t-il fièrement. « C'est moi qui l'ai choisi. » Les yeux d'Élie s'écarquillèrent. « Un cadeau ? Pour moi ?» La surprise sincère dans sa voix, comme si l'idée même de recevoir quelque chose était extraordinaire, fit sentir à Vincent une boule dans la gorge. Sarah apparut derrière sa fille, avec Sam sur la hanche. « Entrez, je vous en prie » invita-t-elle, l'air plus reposé et confiant que la dernière fois. « Je viens de faire de la limonade. » Dans le petit salon, Théo insista pour qu'Élie ouvre le cadeau immédiatement. Elle le fit avec un soin extrême, comme si le papier d'emballage lui-même était un trésor. Quand elle vit le théâtre de marionnettes, son expression passa de l'étonnement à la joie. « C'est pour moi et Sam ?» demanda-t-elle, regardant Théo, puis Vincent, comme si elle ne pouvait pas le croire. « Oui » confirma Théo. « Tu peux raconter des histoires, et il y a des princes, des sorcières et un dragon. » Élie toucha les marionnettes avec révérence, en essayant une sur sa petite main. « Je n'ai jamais rien eu de tel » murmura-t-elle. Vincent remarqua Sarah essuyer discrètement une larme. Sam, sentant l'excitation, tendit ses petits bras vers les marionnettes colorées, gazouillant avec enthousiasme. « On peut jouer dehors ?» demanda Élie en regardant sa mère. « Sur le trottoir, avec les marionnettes. »« Bien sûr, ma chérie, » répondit Sarah. « Prenez la limonade aussi. » Les enfants se précipitèrent dehors, emportant le théâtre et quelques marionnettes. Vincent aida Sarah à porter les verres et le pichet sur le petit porche, d'où il pouvait observer les enfants jouer. « Vous n'auriez pas dû, » dit Sarah doucement. « Vous avez déjà tant fait. » C'était l'idée de Théo, répondit Vincent. Il tient vraiment à Élie. Sur le trottoir devant la maison, Théo et Élie avaient installé le petit théâtre. Un petit public composé de Sam et de quelques animaux en peluche regardait les deux se succéder dans les rôles, faisant des voix amusantes et improvisant des histoires sur des dragons sympathiques et des princesses aventureuses. Le rire des enfants remplissait l'air matinal. Après un certain temps, fatigués des marionnettes, ils découvrirent une boîte de craies de couleur que Sarah avait achetée pour Élie. Bientôt, le trottoir se transforma en une toile, avec des dessins de châteaux, de nuages souriants et de silhouettes se tenant la main sous un soleil radieux. « Je vais nous dessiner tous les quatre » annonça Élie, se concentrant sur son travail. « Et Sam » lui rappela Théo. « N'oublie pas samedi. »« Je n'oublierai jamais Sam » assura Élie en ajoutant une silhouette plus petite à côté des autres. Vincent regardait en silence depuis le porche. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans la scène. Deux enfants de mondes si différents, unis par un lien simple et pur. Il n'y avait pas de jugement, pas de barrière, juste le moment présent, rempli de craies de couleurs et d'histoires inventées. « Ils sont incroyables, n'est-ce pas ?» commenta Sarah en s'asseyant à côté de lui. « Comment ils peuvent simplement exister, sans porter le poids d'hier ou l'inquiétude de demain ?» Vincent hocha la tête, incapable d'exprimer par des mots ce qu'il ressentait. Il regarda comment Théo incluait Sam dans tout, comment Élie s'occupait de son frère avec une maturité au-delà de son âge, comment les enfants créaient des univers entiers avec rien d'autre que de la craie et de l'imagination. « Papa, regarde, je t'ai dessiné » cria Théo en montrant une grande silhouette en costume. Vincent fit un signe de la main en souriant. C'est alors qu'il réalisa qu'il souriait vraiment. Pas le sourire poli des réunions d'affaires, pas le sourire fatigué de la fin d'une longue journée. Un sourire sincère, qui venait d'un endroit profond et longtemps oublié en lui. Les enfants inventèrent un jeu de sauts sur des carrés de couleurs, leur rire résonnant dans la rue calme. Sam applaudissait, regardant les plus grands avec admiration. Il y avait une simplicité parfaite dans ce moment, une joie pure qui ne dépendait ni du statut, ni des possessions, ni des réalisations. Vincent sentit quelque chose se briser en lui. Pas une rupture douloureuse, mais la chute d'un mur. Comme si une partie durcie et fermée de son être s'était enfin ouverte, laissant à nouveau entrer la lumière. C'était ça, comprit-il. Redevenir humain. Ce n'était pas le travail, le succès ou l'accumulation. C'étaient ces petites connexions, le rire sincère d'un enfant, la générosité silencieuse de partager le peu que l'on a,
la capacité de voir la beauté dans des dessins à la craie que la pluie laverait bientôt. Assis là, à regarder les enfants jouer sous le soleil doux, Vincent se sentit, pour la première fois depuis des années, vraiment présent. Pas divisé entre les soucis du passé et les angoisses du futur, mais complètement là, dans ce moment, avec toute son âme. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine pour Vincent et Théo. Les visites à la maison d'Élie devinrent fréquentes, généralement le week-end, mais parfois aussi en semaine, quand Vincent parvenait à quitter le bureau plus tôt. L'amitié entre les enfants s'épanouit, et une familiarité confortable commença à s'installer entre les adultes. Sarah avait obtenu le poste à la librairie. Elle travaillait 4 jours par semaine, pendant que Sam était à la crèche communautaire. Élie avait commencé à fréquenter l'école locale. Petit à petit, la famille reconstruisait sa vie, brique par brique, jour après jour. Un vendredi soir, Vincent et Théo arrivèrent chez Élie avec des pizzas et de la glace. C'était devenu une petite tradition, mais significative, dîner ensemble pour célébrer la fin de la semaine. On a apporté pepperoni et margarita, annonça Théo en portant prudemment la plus petite boîte, tandis que Vincent équilibrait la plus grande. Élie ouvrit la porte, portant un petit tablier trop petit pour elle. On fait des biscuits, expliqua-t-elle en montrant la cuisine, où Sarah mélangeait de la pâte dans un grand bol, avec Sam qui regardait depuis sa chaise haute. Le doux arôme de vanille et de cannelle se mêlait à l'odeur de la sauce tomate et du fromage fondu. Vincent posa les pizzas sur la table pendant que Théo courait voir les biscuits se former. « J'ai pensé à apporter quelque chose à boire », dit Vincent en sortant une bouteille de jus de raisin du sac. « Pour les enfants », ajouta-t-il, avant de révéler une bouteille de vin. « Et peut-être pour les adultes. » Sarah sourit, s'essuyant les mains sur son tablier. « Ça me semble parfait. » Le dîner fut simple et joyeux. Les enfants mangeaient de la pizza et parlaient de l'école, des dessins animés et des grands projets pour construire le plus grand château de blocs du monde le lendemain. Vincent et Sarah buvaient du vin dans des verres simples, échangeant des commentaires sur les progrès d'Élie à l'école, un nouveau livre que Sarah avait recommandé à un client, et les petites réussites qui marquaient sa reprise progressive. Après le repas, les biscuits sortirent du four, un peu de travers et de forme imprécise, résultat de l'aide enthousiaste des enfants. L'arôme emplit la maison, provoquant des exclamations de plaisir. « Je pense que ce sont les meilleurs biscuits du monde », déclara Théo avec autorité, mordant dans un encore chaud. « Attention de ne pas te brûler la langue », avertit Vincent en souriant. Pendant que les enfants partageaient les biscuits et la glace qui fondaient rapidement, Vincent ressentit un étrange sentiment de paix. Là, dans cette cuisine modeste, avec des meubles simples et des assiettes dépareillées, il se sentait plus chez lui que dans son propre appartement luxueux. Il y avait une authenticité dans les rires, dans les conversations sans prétention, dans les petits gestes d'attention. « Encore du vin ?» offrit-il à Sarah, remarquant son verre vide. « S'il vous plaît. » Elle tendit son verre, le regardant le remplir. « Vous savez, ça fait si longtemps que je n'ai pas une soirée comme ça. Calme, avec de la bonne nourriture. » Elle hésita. « Et de la bonne compagnie. » Vincent sentit une chaleur dans sa poitrine qui n'était pas seulement due au vin. « Moi aussi. » Les enfants demandèrent à regarder un film sur la petite télévision du salon. Les adultes acceptèrent. Ils s'installèrent sur le tapis avec des oreillers et les derniers biscuits, pendant qu'une animation colorée remplissait l'écran. À la table de la cuisine, Vincent et Sarah restèrent. La bouteille de vin était maintenant à moitié vide, la conversation s'écoulant plus facilement. Il lui parla de sa semaine au travail, de la façon dont il essayait de déléguer plus de responsabilités pour passer plus de temps avec Théo. Elle parla d'un client intéressant à la librairie, un homme âgé cherchant des livres spécifiques sur les constellations. « Vous avez toujours aimé les livres ?» demanda Vincent, sincèrement curieux. « Toujours », confirma Sarah, une lueur nostalgique dans les yeux. « En fait, j'ai fait une licence de littérature à l'université. Je travaillais comme assistante d'édition avant. » Sa voix s'éteignit, son regard devenant lointain. « Avant. » Sarah prit une profonde inspiration, faisant tourner le vin dans son verre. « Avant que tout ne change. » Elle regarda Vincent, quelque chose de nouveau dans son expression. « Je ne vous ai jamais raconté comment on s'est retrouvés à la rue, n'est-ce pas ?» Vincent sentit la gravité du moment. Il posa son verre sur la table, lui accordant toute son attention. « Non, vous ne l'avez pas fait. » Sarah jeta un rapide coup d'œil au salon, où les enfants étaient absorbés par le film, Sam déjà somnolent sur les genoux d'Élie.
Il y a 3 ans, j'étais marié, je travaillais dans une petite mais respectable maison d'édition, et nous vivions dans un modeste appartement dans l'East Side. Robert, mon mari, était ingénieur civil. Il travaillait dans la construction, principalement des bâtiments commerciaux. Vincent hocha la tête, l'encourageant à continuer. Robert était méticuleux, toujours soucieux de la sécurité. Quand il a commencé à travailler sur la construction du complexe d'affaires Harmon, il a remarqué des problèmes avec les échafaudages. Il l'a signalé au superviseur, a insisté sur le fait que les structures devaient être renforcées. L'estomac de Vincent se noua en entendant le nom de son entreprise. Personne n'a voulu l'écouter, continua Sarah, sa voix maintenant plus basse. Il y avait des délais serrés, une pression pour livrer le projet rapidement. Ils lui ont dit de continuer à travailler, que tout était dans les normes. Vincent sentit le sang se glacer dans ses veines. Il commençait à voir où l'histoire menait, et quelque chose en lui criait pour qu'elle s'arrête, mais il ne pouvait pas, il ne devait pas l'interrompre. Alors, le 3e jour après sa plainte, l'échafaudage s'est effondré. Robert était au 8e étage. Sarah regarda le vin, pas Vincent. Ils ont dit que c'était instantané, qu'il n'avait pas souffert. Comme si c'était une consolation. La pièce semblait s'être soudainement refroidie. Vincent voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa gorge était aussi sèche que du papier. L'entreprise de construction a nié toute responsabilité. Ils ont dit que c'était une erreur humaine, qu'ils n'avaient pas suivi les protocoles. Des mensonges. L'amertume dans sa voix était palpable. Nous avons intenté un procès, bien sûr. Il y avait des preuves, des photos que Robert avait prises des problèmes, des emails qu'il avait envoyés pour signaler les risques. Qu'est-il arrivé ? Parvint à demander Vincent, sa voix presque un murmure. Harmon Corporation a de bons avocats, dit Sarah avec un sourire sans humour. Très bon. L'affaire a traîné, les frais de justice ont mangé nos économies. J'étais enceinte de Sam, en congé de maternité, vivant uniquement sur l'assurance de Robert, qui couvrait à peine le loyer. Vincent eut la nausée. Il se souvenait vaguement de cette affaire. Un accident regrettable, avaient dit ses avocats. Situation contenue, risque de mauvaise publicité minimisé. J'ai perdu mon travail quand la maison d'édition a fermé, 2 mois après l'accident. J'ai essayé d'en trouver un autre, mais avec une jeune fille et enceinte. Eh bien, ce n'est pas le profil que beaucoup d'employeurs recherchent. Sarah but une gorgée de vin, comme pour reprendre des forces. Quand Sam est né, notre argent s'épuisait. Le procès était toujours en cours, mais les factures n'attendent pas les décisions de justice. J'ai trouvé quelques travaux en freelance, mais ce n'était pas assez. Nous avons commencé à prendre du retard sur le loyer. Vincent ferma les yeux un instant. Il savait ce qui allait suivre. Puis, nous avons eu la nouvelle. L'immeuble où nous vivions avait été racheté. Tous les locataires devaient partir dans les 60 jours. Le nouveau propriétaire prévoyait de tout démolir pour construire des appartements de luxe. Qui a acheté l'immeuble ? Demanda Vincent, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Harmon Development Group, dit Sarah en le regardant droit dans les yeux. Votre entreprise, Vincent. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le son faible de la télévision dans la pièce adjacente. Je n'ai pas pu trouver un autre endroit. Les prix avaient grimpé, et personne ne voulait louer à une mère célibataire sans emploi avec 2 jeunes enfants. Quand le délai a expiré, nous avons été expulsés. Le reste, eh bien, vous pouvez imaginer le reste. Vincent se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. Son esprit tournait, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Les coïncidences étaient trop brutales pour être ignorées. Ça, commença-t-il, ne sachant comment continuer. Vous êtes Vincent Harmon, n'est-ce pas ? La voix ne venait pas de Sarah, mais de derrière lui. Vincent se retourna pour trouver Ellie debout dans l'embrasure de la cuisine. Ses grands yeux étaient fixés sur lui, une compréhension douloureuse naissant sur son jeune visage. Ellie ? Sarah se leva, surprise. Je pensais que tu regardais le film. Sam s'est endormi. Je suis venu chercher de l'eau. La fillette ne quitta pas Vincent des yeux. C'est vous, n'est-ce pas ? Le propriétaire de Harmon. L'homme aux grands immeubles. Vincent déglutit difficilement. Oui, Ellie. Je suis le propriétaire de l'entreprise. L'expression de la fillette changea. La reconnaissance laissa place à la confusion, puis à la douleur, et enfin à quelque chose qui brisa le cœur de Vincent, la trahison. Vous ? Sa petite voix tremblait. Saviez-vous qui nous étions quand vous m'avez trouvé ?
Non, Ellie, je le jure, je ne le savais pas, répondit Vincent rapidement. Je n'en avais aucune idée. Tu m'as pris mon papa. Les mots sortirent comme des couteaux aiguisés. Et puis tu nous as pris notre maison. Théo apparut derrière Ellie, attiré par les voix. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, regardant confusément Ellie puis son père. Ton papa est le méchant homme, dit Ellie, les larmes commençant à couler sur son visage. L'homme qui a fait mourir mon papa et qui nous a jetés à la rue. Ellie. Sarah se dirigea vers sa fille, mais la fillette recula. Mais c'est vrai. Sa voix monta, réveillant Sam dans le salon d'un cri sursauté. Tu as toujours dit que c'était son entreprise, qu'il s'en fichait, qu'il mentait. Vincent se leva, d'un mouvement lent et incertain. Ellie, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Tu m'as pris mon papa et ma maison. Ellie fit un autre pas en arrière, les larmes coulant maintenant librement. Et puis tu as fait semblant d'être gentil. Pourquoi? Pourquoi? Théo regarda son père, complètement perdu. Papa, de quoi elle parle? Vincent cherchait des mots. N'importe quel mot qui pourrait réparer ce qui se brisait devant lui. Mais comment expliquer à un enfant de 5 ans les sociétés, la responsabilité limitée, les décisions prises par des subordonnés, les projets de développement approuvés sans sa connaissance directe? Comment expliquer que oui, son nom était sur tous ses papiers, sur toutes ses décisions, même s'il était à des kilomètres de là, dans des réunions sur d'autres sujets, complètement inconscient des vies qui étaient détruites? Ellie, sa voix le trahit. Pour la première fois depuis des années, Vincent Harmon, l'homme qui avait toujours les bonnes réponses, était complètement sans voix. Sarah prit Sam, qui pleurait toujours, essayant de le calmer. Ellie, parlons de ça calmement, tenta-t-elle. Je suis sûr que M. Harmon ne savait pas. Et toi, tu savais? Ellie se tourna vers sa mère, les yeux pleins de douleur et de confusion. Tu savais qui il était quand il nous a donné cette maison? Non, ma chérie, je ne savais pas. Et maintenant? Maintenant que tu sais? La question resta en suspens, lourde et impossible. Théo s'approcha d'Ellie, lui touchant timidement le bras. Ellie, mon papa ne ferait pas quelque chose de mal exprès. Il est gentil. Ellie regarda son ami, la blessure laissant place à une profonde tristesse. Ton papa, il t'a, toi, et une grande maison, et un travail. Elle essuya ses larmes avec sa manche. Mon papa est mort, et nous n'avions rien à cause de lui. Vincent fit un pas vers la fillette, mais elle recula, se positionnant derrière sa mère. Ellie, s'il te plaît? Je ne veux plus de vous ici. Sa voix était basse, mais ferme. Je ne veux pas de votre présence. Je ne veux pas de votre maison. Je ne veux rien de vous. Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Sam pleurnichait encore, effrayé par la tension. Théo regarda son père, s'attendant à ce qu'il arrange tout, comme il le faisait toujours. Mais Vincent n'avait pas de solution pour ça. Il n'avait pas de mots, pas de solution, pas de stratégie. Tout ce qu'il avait, c'était la vérité brute, reflétée dans les yeux blessés d'une enfant. Je pense que nous devrions y aller, dit-il finalement, sa voix rauque. Mais papa, le film? Protesta Théo. Non, Théo. Nous devons y aller. Maintenant. Vincent prit son manteau, se déplaçant comme dans un état second. Sarah le suivit jusqu'à la porte, Sam toujours dans ses bras. Vincent, je suis tellement désolé. Je n'aurais rien dû dire, pas comme ça. Vous n'avez rien fait de mal, répondit-il, incapable de la regarder dans les yeux. La vérité serait sortie de toute façon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Vincent croisa enfin son regard. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il appela Théo, qui vint à contre-cœur, regardant en arrière Ellie, debout au milieu de la pièce, petite, blessée et furieuse. Au revoir, Ellie, dit Théo, la voix pleine de confusion. Ellie ne répondit pas. Dans la voiture, Théo resta silencieux pendant plusieurs minutes avant de finalement demander « Papa, qu'est-ce qu'Ellie voulait dire? Est-ce que tu lui as fait quelque chose de mal, papa ?» Vincent serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. « C'est compliqué, Théo. Mais tu ne ferais pas de mal à quelqu'un, n'est-ce pas? Tu dis toujours qu'on doit être gentil avec les gens. » L'innocence dans la voix de son fils était comme un couteau se tordant dans la poitrine de Vincent. Parfois, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, les gens font de mauvaises choses sans s'en rendre compte. Ou ils laissent de mauvaises choses se produire parce qu'ils ne prêtaient pas attention. Comme quand tu m'as perdu dans le parc? Vincent sentit les larmes menacer de couler. Oui,
Mon fils. Quelque chose comme ça. Seulement, beaucoup plus grave. Le reste du trajet se fit en silence. Quand ils arrivèrent à la maison, Théo alla directement dans sa chambre, sans la demande habituelle d'histoire ou d'un baiser de bonne nuit. Vincent resta seul dans le salon, une bouteille de whisky intacte sur la table devant lui. Il ne méritait même pas ce réconfort. L'image d'Ellie, ses yeux accusateurs, sa voix tremblante de douleur, ne le quittaient pas. Comment avait-il pu ne pas voir? Comment avait-il pu être si aveugle, si déconnecté des conséquences de ses actions? Combien d'autres Ellie y avait-il, victimes indirectes de ses décisions commerciales, de sa recherche incessante d'efficacité et de profit, de sa capacité à déléguer non seulement les tâches, mais aussi les responsabilités morales? Pour la première fois de sa vie d'adulte, Vincent Harmon pleura. Il pleura pour le père qu'Ellie avait perdu, pour la maison que sa famille avait perdue, pour l'innocence que lui-même avait perdue cette nuit-là. Et il pleura parce que, enfin, il comprenait le véritable coût de son humanité perdue. Les jours qui suivirent le dîner furent les plus sombres que Vincent ait jamais vécus. Le silence dans son appartement était assourdissant. Théo était silencieux, confus, posant des questions auxquelles Vincent ne savait pas répondre complètement. Comment expliquer la responsabilité d'entreprise, la négligence institutionnelle et la gentrification à un enfant de 5 ans? Le lundi, Vincent arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Son assistante, Claire, remarqua quelque chose de différent dans son attitude, mais sut qu'il valait mieux ne pas demander. Il s'enferma dans son bureau et fit ce qu'il aurait dû faire des années auparavant. Il commença à lire réellement les rapports, les poursuites, les plaintes. Pas les versions filtrées par les avocats et les relations publiques, mais les documents originaux. Le cas de Robert Euro, le mari de Sarah, n'était qu'un parmi des dizaines. Accident inévitable, licenciement nécessaire, expulsion stratégique. Chaque dossier représentait des vies affectées, des familles brisées, des avenirs altérés. Et tout menait, directement ou indirectement, à son bureau, à sa signature, à sa négligence à questionner, à vérifier, à se soucier. À 10 heures du matin, il convoqua une réunion d'urgence avec tout le conseil d'administration. « Il y a quelque chose de très mal dans la façon dont nous opérons », commença-t-il sans préambule. Et à partir d'aujourd'hui, ça change. Les visages autour de la table allaient de la surprise à l'inconfort. Marc, son directeur financier, fut le premier à réagir. « Vincent, si c'est à propos du bilan du dernier trimestre ? » ?»« Non, Marc. C'est à propos du bilan moral des 15 dernières années. » Vincent posa une pile de dossiers rouges sur la table, le code interne pour les affaires juridiques classées. « Ce sont des cas que nous avons gagnés. Que nos avocats ont réussi à faire rejeter, à réduire à des règlements minimes, ou à reporter jusqu'à ce que les victimes abandonnent. » Sa voix était ferme, mais il y avait une douleur sous-jacente que personne dans la pièce n'avait jamais entendue. « Je veux qu'ils soient tous rouverts. Tous réévalués. Chaque personne affectée, correctement indemnisée. » Un silence stupéfait suivit. Ce fut Christine, la responsable du service juridique, qui parla enfin. « Vincent, c'est irréalisable. Certains de ces cas datent de plusieurs années. Légalement, ils sont clos. Et l'impact financier serait dévastateur, compléta Vincent. Comme perdre un père, une maison, une vie digne? Personne ne répondit. Je ne demande pas, Christine. J'ordonne. Trouver un moyen légal. Créer des fonds d'indemnisation privés si nécessaire. Mais trouver ces gens et indemniser-les correctement. Les heures suivantes furent tendues. Certains directeurs tentèrent d'argumenter, de présenter des chiffres, de parler des actionnaires et des devoirs fiduciaires. Vincent écouta tout avec un calme qui le surprit lui-même. Quand tout le monde eut fini, il dit simplement « Je comprends les inquiétudes. Je comprends l'impact. Mais ce n'est pas une discussion. C'est une réorientation. Quiconque ne peut pas ou ne veut pas suivre cette nouvelle voie est libre de partir. » Personne ne partit. Dans les semaines qui suivirent, Vincent s'immergea dans le travail qu'il aurait dû faire depuis le début. Une révision complète des protocoles de sécurité sur tous les chantiers, un audit indépendant des pratiques de travail, une réévaluation de chaque projet immobilier avec un accent sur l'impact communautaire. Le cas de Robert fut le premier à être résolu. Vincent ordonna personnellement à ses avocats d'offrir une compensation substantielle à la famille, non pas comme une charité, mais comme un aveu de culpabilité et de responsabilité. De plus, il créa un fonds d'éducation pour Ellie et Sam, et un fonds de soutien pour d'autres familles affectées par des accidents similaires.
Les actionnaires se plaignirent lorsque les bénéfices du trimestre chutèrent. Vincent traversa la tempête avec une détermination tranquille. Nous corrigeons des erreurs historiques, expliqua-t-il lors de la réunion annuelle, et nous construisons une entreprise qui peut croître sans détruire des vies au passage. Certains investisseurs partirent. D'autres, étonnamment, restèrent, attirés par la vision d'une véritable responsabilité d'entreprise que Vincent présentait désormais. Un mois après le dîner fatidique, Vincent gara sa voiture devant la maison qu'il avait louée pour Sarah et ses enfants. Il resta assis là pendant près d'une demi-heure, rassemblant son courage. Il ne leur avait pas parlé depuis cette nuit-là. Il avait respecté la demande de distance d'Ellie, mais la douleur de la séparation le consumait. Finalement, il prit une profonde inspiration et sortit de la voiture. La maison semblait la même, mais il y avait de nouvelles fleurs dans le petit jardin de devant. Il s'approcha de la porte, le cœur battant dans sa poitrine. Il sonna et attendit, les mains moites. Ce fut Sarah qui répondit, avec Sam dans les bras. Elle avait l'air surprise, mais pas hostile. « Vincent », dit-elle simplement. « Salut, Sarah. Désolé de me présenter à l'improviste. J'aimerais parler, si possible. » Elle hésita, regardant en arrière dans la maison. Ellie est à l'école, l'informa-t-elle, comme si elle devinait son inquiétude. Entrez. Le salon était différent, plus accueillant, plus installé. De petites touches personnelles partout, des photos dans des cadres simples, des dessins d'Ellie sur les murs, les jouets de Sam organisés dans des boîtes colorées. Un vrai foyer. Merci de me recevoir, dit Vincent, restant debout même quand Sarah lui indiqua le canapé. J'ai reçu les documents, dit-elle en ajustant Sam qui jouait avec ses cheveux. Le règlement. Le fonds pour les enfants. Pourquoi maintenant, Vincent? Il prit une profonde inspiration. Parce que maintenant, je sais. Pas seulement pour votre cas, mais pour tous les autres. Pour ce que mon entreprise est devenue pendant que j'étais trop occupé à compter les profits pour voir le coût humain. Sarah le regarda longuement, comme pour évaluer sa sincérité. Que voulez-vous, exactement? Réparer ce que je peux. Pas seulement avec de l'argent, bien que ce soit le moins que je puisse offrir. Je veux changer notre façon de faire des affaires. Je veux que d'autres familles ne vivent pas ce que la vôtre a vécu. Elle hocha lentement la tête. Et Ellie? Que voulez-vous d'elle? Vincent sentit une boule dans sa gorge. Je veux qu'elle sache que je suis désolé. Profondément. Que je fais tout ce que je peux pour réparer un système qui a permis à son père de mourir, qui vous a permis de perdre votre maison. Il déglutit difficilement. Mais je sais qu'elle ne me pardonnera peut-être jamais. Et je comprends ça. Sarah posa Sam par terre, où il se mit immédiatement à ramper vers ses jouets. Elle est blessée, Vincent. Confuse. Dans son esprit d'enfant, elle avait enfin trouvé des gens bien, la sécurité, l'amitié. Et puis elle a découvert que tout venait des mêmes mains qui lui ont pris son père et sa maison. Je sais, murmura-t-il. Je sais que c'est trop compliqué à comprendre pour un enfant. Peut-être pour n'importe qui. Ils restèrent silencieux un moment, seul le son de Sam jouant remplissant la pièce. Théo s'ennuie d'elle, dit Vincent finalement. Elle s'ennuie de lui aussi, admit Sarah. Elle pleure la nuit, parfois. Mais elle est trop blessée pour l'admettre. Vincent sortit une enveloppe de sa poche. Pourriez-vous lui donner ça? S'il vous plaît. Sarah prit l'enveloppe, hésitante. Qu'est-ce que c'est? Juste un mot. Quelques mots que j'avais besoin de lui dire. Sarah hocha la tête, posant l'enveloppe sur la table. Je lui donnerai. Mais je ne peux pas promettre qu'elle répondra. Je comprends. Vincent se dirigea vers la porte. Merci, Sarah. Pour tout. Elle le raccompagna jusqu'à la sortie. Ce que vous avez fait, dit-elle avant qu'il ne parte. Changer les politiques, indemniser les familles, créer des fonds de soutien, c'est important, Vincent. Important pour beaucoup de gens, en dehors de nous. C'est le moins que je puisse faire. Peut-être. Mais c'est plus que ce que la plupart feraient à votre place. Dans la voiture, Vincent regarda une dernière fois la maison avant de partir. Il savait que le mot qu'il avait laissé était trop simple pour l'ampleur de la douleur. Juste 5 mots, je veux toujours que tu sois heureuse. Il ne demandait pas pardon. Il n'offrait pas d'excuses. Il exprimait juste le souhait sincère que, malgré tout ce qu'il avait fait, Ellie puisse trouver la joie dans sa vie. En retournant au bureau, où d'autres dossiers rouges l'attendaient, Vincent savait que la véritable réparation ne faisait que commencer. La route serait longue, certains dommages ne pourraient jamais être complètement réparés, certaines blessures ne guériraient jamais complètement.
Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, il faisait ce qui était juste. Pas parce que c'était rentable, ou stratégique, ou une bonne publicité. Mais simplement parce que c'était juste. Le vrai changement, comprit Vincent, commençait là. Pas dans les grands gestes publics ou les politiques d'entreprise, mais dans cette décision intime de faire face à la vérité sur lui-même et l'impact de ses actions sur le monde. Et c'était, peut-être, le changement le plus difficile et le plus important de tous. La routine de Vincent avait trouvé un nouveau rythme. Au bureau, il menait des changements profonds dans l'entreprise, faisant face à la résistance avec une détermination tranquille qui surprenait même les directeurs les plus sceptiques. À la maison, il se consacrait à être le père que Théo méritait, présent, attentif, patient. Mais il y avait un vide dans leur vie. L'absence d'une fillette aux yeux trop vieux pour son âge. Un dimanche soir, alors qu'il rangeait la chambre avant le coucher, Théo posa enfin la question qu'il retenait depuis des semaines. « Papa, pourquoi on ne rend plus visite à Ellie ?» Vincent arrêta ce qu'il faisait, sa main figée sur un dinosaure en peluche. Il s'assit sur le bord du lit et invita son fils à le rejoindre. « Tu te souviens de cette nuit chez Ellie, quand elle s'est fâchée ?» Théo hocha la tête, son visage prenant une gravité inhabituelle. « Elle est fâchée contre toi à cause de son papa ?» « Oui. » Vincent prit une profonde inspiration. « Et elle a tout à fait le droit de l'être. »« Tu as fait du mal à son papa ?» La question, si directe, fit déglutir Vincent. « Mon entreprise a fait des erreurs, Théo. De graves erreurs. L'une de ces erreurs a fait que le papa d'Ellie a été blessé, très gravement. Si gravement qu'il n'a pas survécu. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent, essayant de comprendre le poids de ses mots. « C'était exprès ? » ?»« Non, mon fils. C'était par négligence. Pour ne pas avoir prêté assez d'attention, pour avoir mis le profit et les délais avant la sécurité des gens. » Vincent choisit des mots qu'un enfant pouvait comprendre, sans diminuer la gravité de la situation. « Et ensuite, quand la maman d'Ellie a eu besoin d'aide, mon entreprise n'a pas aidé. En fait, nous avons empiré leur situation. » « Mais tu ne le savais pas, n'est-ce pas ?» La question était chargée d'espoir, comme si Théo avait besoin de croire en l'innocence de son père. Vincent sentit le poids de l'attente de son fils. « Je ne savais pas spécifiquement pour le papa d'Ellie. Mais j'aurais dû savoir ce qui se passait dans mon entreprise. C'était mon travail de savoir. Quand on est le chef, on est responsable de tout, même si on ne l'a pas fait directement. » Théo réfléchit un moment, assimilant. C'est comme quand la maîtresse nomme un élève responsable. S'il y a du désordre, le responsable est aussi grondé, même s'il n'a pas fait le désordre. Vincent sourit légèrement, touché par l'analogie simple mais juste. Exactement. J'étais le responsable qui ne prêtait pas attention. Et maintenant, Ellie est très en colère. Oui. Mais tu essaies de réparer, non ? Comme quand tu as réparé mon train quand je l'ai cassé. Vincent passa la main dans les cheveux de son fils. J'essaie, Théo. Mais certaines choses ne peuvent pas être complètement réparées. Le papa d'Ellie ne reviendra pas, quoi que je fasse. Donc, je dois respecter son temps, sa douleur. Mais elle me manque, dit Théo, sa voix petite. C'est ma meilleure amie. Vincent serra son fils dans ses bras, sentant le poids de ses simples mots. Je sais. Et je suis sûr que tu lui manques aussi. Théo se dégagea de l'étreinte, regardant son père avec une détermination enfantine. On peut aller lui rendre visite ? Juste pour dire bonjour. Je veux lui parler. Vincent hésita. Sarah avait donné son mot à Ellie, mais il n'y avait eu aucune réponse. C'était peut-être trop tôt. Peut-être qu'on peut essayer, décida-t-il. Mais nous devons être prêts si elle ne veut toujours pas nous voir. D'accord. Théo hocha la tête, l'espoir illuminant son visage. Je peux apporter mon nouveau jeu de dragon ? Elle aimerait ça. Tu peux. On essaiera demain, après l'école. Le lendemain, Vincent eut du mal à se concentrer au travail. Pour la première fois de sa carrière, il partit tôt, sans donner d'explication à personne. À 15 heures, il attendait avec anxiété à la grille de l'école. Théo arriva en courant, serrant le jeu de société contre sa poitrine. « Allons-y, papa, allons-y !» En chemin, Vincent essaya de préparer son fils, expliquant qu'Ellie pourrait ne pas vouloir les voir, qu'il devait respecter sa décision. Théo écoutait avec un sérieux inhabituel pour son âge. « Je vais lui dire que tu changes, insista-t-il. Tu es différent maintenant. Même avec moi. Plus présent. » Le mot frappa Vincent profondément. « Présent. »
C'était ce qu'il essayait d'être maintenant, vraiment présent dans sa vie, son entreprise, ses relations. Quand ils arrivèrent à la maison d'Élie, Vincent sentit son cœur s'emballer. Il se gara, prit une profonde inspiration et échangea un regard avec Théo avant de sonner. Ce fut Élie qui répondit. Ses yeux enregistrèrent la surprise, une joie contenue en voyant Théo, une hésitation en voyant Vincent. « Salut, Élie !» Théo s'avança, excité. « J'ai apporté un nouveau jeu. Il a des dragons et des trésors. » Théo, l'interrompit doucement Vincent. « Laissons une minute à Élie. » Vincent s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Salut, Élie. Désolé de nous présenter comme ça. On comprendra si tu ne veux pas nous voir en ce moment. On voulait juste dire bonjour et que tu nous manques. » Élie se mordit la lèvre, ses yeux sombres les évaluant. « Ma maman n'est pas là. Elle est au travail. Sam est à la crèche. On peut revenir une autre fois. » « J'ai eu ton mot, » l'interrompit Élie, sa voix basse mais ferme. « Qu'est-ce qu'il disait ?» demanda Théo, curieux. « Qu'il veut toujours que je sois heureuse, » répondit-elle sans quitter Vincent des yeux. Un silence s'installa, chargé de possibilités. « S'il te plaît, plaida Théo en s'avançant. « Donne une chance à mon papa. Il change. Il est différent maintenant, même avec moi. Il rentre plus tôt, il joue avec moi, il vient me chercher à l'école tous les jours. Il essaie vraiment, vraiment fort. » Élie regarda son ami, puis Vincent, comme si elle essayait de lire la vérité sur leur visage. « C'est vrai que vous changez votre entreprise ?» demanda-t-elle directement à Vincent. « Oui, » répondit-il, surpris par la question mature. « Je fais tout ce que je peux pour réparer les erreurs et m'assurer qu'elles ne se reproduisent plus. Ma maman a dit que vous aviez envoyé de l'argent. Beaucoup d'argent. L'argent ne ramène pas ton papa, je le sais. Mais j'espère qu'il vous aide, toi et ta maman, à avoir une vie meilleure. » Élie réfléchit un long moment. Vincent attendit, respectant son temps. Puis, à sa grande surprise, la fillette ouvrit plus grand la porte. « Vous voulez entrer ? Je peux faire de la limonade. Ma maman m'a appris. » Le visage de Théo s'illumina instantanément. Vincent sentit un profond soulagement le submerger. « On adorerait, » répondit-il. Dans la cuisine, Élie prépara la limonade avec la compétence de quelqu'un habitué à prendre soin d'elle-même. Vincent proposa son aide, mais elle déclina poliment, concentré sur sa tâche. Pendant que les enfants installaient le jeu dans le salon, Vincent regardait, émerveillé par la capacité enfantine à pardonner, à recommencer. « Tu veux jouer aussi ?» demanda Élie, le surprenant avec l'invitation. « Bien sûr, si tu m'apprends les règles. » Pendant l'après-midi, quelque chose de magique se produisit. Le rire revint. Théo et Élie reprirent leur amitié comme si le temps passé séparé n'avait été qu'un mauvais rêve. Vincent participait quand on l'invitait, mais souvent, il se contentait de regarder, reconnaissant d'être le témoin de la guérison qui se produisait sous ses yeux. Quand Sarah arriva du travail, elle les trouva tous les trois sur le tapis du salon, entourés de pièces de jeu et de dessins colorés. « Bonjour », dit-elle, surprise mais pas mécontente. « Salut maman. » Élie courut la serrer dans ses bras. « Théo a apporté un nouveau jeu, et j'ai fait de la limonade, toute seule. » Sarah regarda Vincent, une question silencieuse dans les yeux. « J'espère que ça ne dérange pas, » dit-il en se levant. Théo voulait vraiment voir Élie. « C'est bon, » l'assura Sarah. « Restez pour le dîner, si vous voulez. » Pendant le dîner, Théo parla avec enthousiasme de son école. Soudain, il regarda son père. « Papa, est-ce qu'Élie pourrait aller dans mon école ?» Avant que Vincent ne puisse répondre, Élie dit « Ma maman m'a déjà inscrite dans une école près d'ici. Mais la nôtre a une immense cour de récréation et des cours d'art tous les jours. » Vincent échangea un regard avec Sarah. « C'est une possibilité, » dit-il prudemment. « Si Élie et sa maman sont intéressés, je peux vérifier s'il y a des places. Ce serait plus près de mon travail, » considéra Sarah. Et Élie mentionne toujours comment Théo décrit son école. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. Élie fut transférée à l'école de Théo, où elle s'adapta rapidement. Sarah et Vincent se partageaient les responsabilités de transport et de garde d'enfants. Les familles commencèrent à se rencontrer régulièrement pour des dîners et des sorties le week-end. La blessure d'Élie ne disparut pas complètement. Il y avait des jours où ses yeux montraient encore une trace de douleur quand elle regardait Vincent. Mais elle avait pardonné. Pas tant pour l'homme, mais parce qu'elle aimait Théo comme un frère et ne voulait pas perdre la joie que leur amitié apportait. Pour Vincent, chaque sourire d'Élie,
Chaque fois qu'elle lui parlait volontairement, était un cadeau inattendu. Il ne cherchait pas l'absolution, il savait que certaines dettes ne peuvent jamais être entièrement payées. Mais il cherchait la réparation, et la chance de construire quelque chose de nouveau sur les décombres du passé. Un dimanche ensoleillé, alors qu'il regardait les enfants jouer dans le parc, Théo apprenant à Ellie à faire du patin, Sam faisant ses premiers pas soutenus par une poussette, Vincent réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que tout son argent et son pouvoir ne pourraient jamais acheter, une seconde chance. Une opportunité de vivre avec un but, avec une conscience, avec une véritable connexion humaine. C'était le début d'une nouvelle histoire. Une histoire écrite non pas avec des contrats et des bilans financiers, mais avec du respect, de l'empathie et de l'amour. Une histoire où la valeur d'une vie n'était pas mesurée par son coût ou son utilité, mais par sa présence irremplaçable dans le monde. Et pour un homme qui avait passé tant de temps perdu dans les abstractions du pouvoir d'entreprise, c'était la leçon la plus précieuse de toutes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.